Salut à toutes et à tous, j'espère que vous tenez le coup. Hier, 11 janvier 2026, une date qu'on n'est pas prêt d'oublier, Abdoun a pris la parole encore une fois dans ce que l'on pourrait appeler son moment de clairvoyance diplomatique. Il a lancé un message solennel, nous appelons ça, ce que c'est une invitation codée aux Algériennes. Et Algériens qui ont quitté leur terre natale, non pas pour le tourisme, mais pour fuir une répression politique bien réelle. Et tenez-vous bien, il admet noir sur blanc que ces jeunes devenus haragas ont fui l'Algérie suite à des convocations ou à des enquêtes déclenchées par, je cite le résumé officiel du Conseil des ministres mené par l'inégalable Majboun, des infractions en lien avec l'ordre public ou équivalent, traduction, manifestation, publication sur les réseaux, slogans criés dans la rue, vidéo, partager, appel à la liberté, bref, tout ce qui sent un peu trop fort la démocratie. Mais attention, en Algérie, l'ordre public, c'est une notion un peu spéciale. Ce n'est pas l'ordre dans la rue, c'est l'ordre dans les esprits. Ce n'est pas la sécurité des citoyens, c'est la tranquillité du pouvoir. Parce que le Irak, mes amis, ce n'était pas un chaos sans tête. C'était un souffle, une voix collective. Ce n'étaient pas des émeutiers, mais des citoyens engagés, des activistes pacifiques qui brandissaient des pancartes plus que des pierres. Des jeunes qui croyaient encore que l'on pouvait parler sans craindre. Résultat des courses, une large partie de ces militants ont fini par quitter le pays, franchissant les frontières comme haragas. Et une fois hors d'Algérie, ils n'ont pas rangé leurs convictions au placard, bien au contraire. Depuis l'étranger, ils ont continué à parler, à dénoncer, à pointer du doigt le régime de B. Une parole libre qui visiblement irrite, agace et met profondément mal à l'aise le pouvoir de Bonn. Tellement mal à l'aise qu'aujourd'hui on leur intime un message à peine voilé: revenez au pays, mais surtout ne recommencez pas. Car c'est noir sur blanc dans le communiqué officiel publié hier à l'issue du Conseil des ministres. Sous la présidence du chef de l'État et avec l'accord total, insistons bien, de l'ensemble des institutions, une décision a été prise: normaliser la situation administrative de ces Algériens et Algériennes vivant à l'étranger. Une générosité soudaine, certes, mais assortie d'une condition essentielle: l'engagement formel de ne plus récidiver. Les consulats seront chargés d'appliquer cette mesure jusqu'au retour des enfants du pays vers la mère patrie. Voilà le cadre. Régularisation, oui, mais sous surveillance idéologique. Et là, une question s'impose: récidiver en quoi exactement? Car dans le même texte, le Conseil des ministres admet lui-même que ces jeunes n'ont pour la plupart rien fait de grave. On parle de écarts mineurs. Des broutilles, en somme, la peur d'une convocation policière, un passage devant la gendarmerie pour répondre à des questions liées à ce fameux ordre public ou à des raisons équivalentes, autrement dit des actes politiques déguisés en fautes administratives. Alors là, on touche au cœur du scandale. Parce qu'à bien y regarder, la véritable faute n'est pas du côté de ces jeunes. Non, l'erreur, et elle est lourde, c'est qu'ils aient été inquiétés un jour. Aucun d'eux n'aurait dû recevoir la moindre convocation ni passer un seul instant sous enquête. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient rien à se reprocher. Rien du tout. Et pourtant, aujourd'hui, on leur tend la main en apparence pour les faire revenir au pays, avec bien sûr un petit astérisque en bas de page, à condition de ne pas récidiver. Mais récidiver, de quoi au juste? Respirer, parler, exister? Et c'est de là que je me permets d'adresser quelques mots à notre cher Abdido. Parce que moi aussi, je suis concerné. Je fais partie de cette génération d'Algériens qui ont fui pas par caprice, mais parce qu'on a été acculés. Personnellement, je ne suis pas dans l'irrégularité. Et d'ailleurs, une majorité de ceux qui sont partis comme moi, qui ont fui la répression, l'ont fait de façon claire et assumée, en demandant l'asile en France, en Espagne, ailleurs. Beaucoup sont aujourd'hui reconnus comme réfugiés politiques, comme moi. Alors oui, il en reste peut-être encore quelques-uns dans une situation incertaine administrative juridique, mais honnêtement, ils ne sont pas si nombreux. Et souvent, s'ils n'ont pas encore de papier, c'est parce que leurs blessures n'ont pas été jugées suffisantes, parce qu'on exige des preuves de persécution comme si la souffrance devait toujours laisser des bleus visibles. Il faut aussi dire les choses comme elles sont: pour décrocher le statut de réfugié politique, il ne suffit pas d'avoir eu peur. Non. Il faut des cicatrices bien visibles, sis. Un passage par la case prison des coups des tortures ou au moins une bonne garde à vue bien musclée, sinon c'est niette. Les autorités, elles veulent du concret. Et quand t'as juste une convocation dans la poche, c'est un ticket perdant. C'est pour ça que beaucoup de jeunes devenus haragas en fuyant de l'Algérie le sont restés. Leur demande d'asile se heurte à un mur administratif.
Pas assez de preuves. Une lettre de convocation ne suffit pas à faire trembler les services de l'OFPRA ou des tribunaux. Pour eux, ce n'est pas encore une oppression, juste une formalité. Mais au fond, le vrai sujet n'est même plus celui des papiers. Le Conseil des ministres, dans son texte, vise tous ces Algériens exilés qui, selon ses propres termes, ternissant l'image du pays à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'ils seraient, paraît-il, des marionnettes manipulées par des réseaux politiques obscurs ou carrément par des mafias. Oui, c'est le niveau de subtilité du régime de Beau. Une critique devient une attaque, une opinion devient une trahison. Le vrai souci, ce n'est pas l'exil. Le vrai nœud du problème, c'est ce qu'il se passerait si je posais un pied à Alger demain matin. Moi, je ne suis pas contre l'idée de rentrer. Bien au contraire, je suis prêt. Mais voilà qui me signe un papier pour me garantir que Monsieur T ne touchera pas à ma liberté. Est-ce qu'on me laisse sortir ma caméra, allumer mon micro et faire cette émission depuis ma cuisine à Bab El Oued? Est-ce que j'aurai le droit de dire ce que je pense dans le respect de la loi? Et surtout, est-ce que cette loi s'applique à moi ou seulement à ceux qui applaudissent? Ici en France, il y a un cadre. Tu diffames, tu prends un procès. Et c'est arrivé. J'en ai eu des audiences. J'ai été convoqué, j'ai dû m'expliquer. Mais au final, j'ai gagné. Parce que la justice ici fonctionne avec des règles. Parce que la liberté d'expression, c'est pas la jungle. Elle est encadrée, balisée, équilibrée, même chez ceux qui se disent les champions de la démocratie. Alors moi, je demande pas un privilège. Je veux juste qu'on m'applique les mêmes règles. Pas un silence imposé sous couvert de retour au bercail. Mais, alors dites-moi, quelles sont ces fameuses règles qui nous permettront à nous de continuer à parler librement, à faire du journalisme sans laisse autour du cou? Parce que nous, les Algériens et Algériennes qui ont fui, non pas pour fuir le soleil, mais parce que un tweet pouvait valoir une convocation ou une opinion, un interrogatoire. Qu'est-ce qui nous assure que de retour au bercail, on retrouvera vraiment nos droits? Pas un simulacre de liberté, pas une illusion sous surveillance, mais une vraie respiration démocratique. C'est bien beau de tendre la main, mais si c'est pour nous enfermer dès qu'on la serre, on revient pourquoi au juste, pour se taire, pour troquer l'exil contre une cellule à ciel ouvert, pour vivre dans un pays où ouvrir la bouche, c'est risquer de perdre sa place, sa paix, sa peau. Si je n'ai plus le droit de parler, d'écrire, de questionner, de dénoncer, de défendre des droits humains ou même de penser librement, je fais quoi? Je me transforme en plante verte, je m'évapore. Et c'est quoi exactement le projet pour nous? Alors dites-moi franchement, je suis censé faire quoi? Baisser la tête et me taire, c'est ça le deal? Parce que c'est bien ce que cache le fameux programme de réconciliation nationale lancé en grande pompe depuis 2022. Sous couvert de main tendue, on veut rapatrier les gêneurs activistes, dissidents, blogueurs, opposants de l'exil pour leur offrir une belle réhabilitation, à une condition qu'ils rentrent avec la bouche cousue. C'est simple, dès que tu mets un pied à Alger, tu ranges ton micro, tu poses ton stylo et tu te fais oublier. Militer interdit, critiquer impensable, penser autrement dangereux. Parce qu'en Algérie, aujourd'hui, qu'est-ce qui n'est pas considéré comme subversif? Dire que T a tort, c'est subversif. Émettre un doute sur G, subversif aussi. Contester les chiffres officiels, encore subversif. Mettre en lumière une autre version des faits, proposer une vision différente, vous l'avez deviné, subversif, subversif, subversif. Et voilà le vrai paradoxe, ce ne sont pas les exilés qui bloquent leur retour. On ne demande qu'à rentrer, mais qui nous attend de l'autre côté, ceux qui veulent qu'on revienne, à condition qu'on disparaisse. Le problème, ce n'est pas l'opposition en exil. Le vrai problème, c'est un pouvoir qui veut des citoyens muets. Si la vie était douce au pays, croyez bien qu'on serait déjà rentré. Personne ne choisit volontairement de vivre loin de ses racines dans un pays qui n'est pas le sien, à des milliers de kilomètres de sa mère. La vérité, c'est que la France ne sera jamais notre foyer. Et ça, tous les Algériens et Algériennes qui posent un pied ici le savent dès le premier jour. On ne traverse pas la Méditerranée avec le sourire aux lèvres. On ne débarque pas ici parce qu'on y croit ou parce qu'on rêve d'un drapeau bleu, blanc, rouge au-dessus de notre tête. Non. Ceux dont je parle, et je ne parle pas de ceux qui cherchent à faire fortune, quittent l'Algérie pour deux raisons, et deux seulement, soit pour pouvoir manger à leur faim, soit pour pouvoir respirer en paix. Soit on veut survivre dignement, trouver un emploi, de quoi subvenir à sa famille, un toit, un peu de stabilité, soit on fuit les murs qui se referment, les menaces, l'oppression, les regards pleins de haine. Voilà les deux routes qui mènent à l'exil.
Il n'y a pas de troisième. Ce ne sont ni des caprices ni des choix du cœur. Et pourtant, le pouvoir là-bas tente de tout renverser. Il voudrait faire croire que c'est nous les fautifs, que ceux qui sont partis avec ou sans papier l'ont fait par facilité, presque par envie. Non. Personne ne claque la porte de son pays avec le cœur léger. Personne. Le mal est profond. Il ne s'agit pas d'un simple malaise passager, non, c'est une fracture. Une injustice qui ronge une hogre quotidienne, une humiliation institutionnalisée. Les droits de l'homme piétinés sans vergogne, la dignité étouffée, les libertés confisquées. Et si vraiment ce régime veut qu'on arrête de le critiquer, il n'a qu'à commencer par réparer ce qu'il a cassé, rendre la parole au peuple, rétablir les libertés individuelles et collectives, tolérer la critique, reconnaître la parole divergente, écouter ceux qui réclament un minimum de justice sociale. Car aujourd'hui, en Algérie, on emprisonne des gens non pas pour avoir lancé une grève, mais pour avoir filmé celle des autres. On ne les punit même plus pour avoir agi, mais pour avoir témoigné. Pour avoir osé documenter une contestation pacifique. C'est ça l'anomalie. Une démocratie digne de ce nom n'enferme pas ses enfants pour une vidéo ou un post. Et alors, on ose demander à ces mêmes enfants de rester, de ne pas fuir, de ne pas risquer leur vie en traversant la mer quand chez eux on les menace pour avoir levé la voix. Quelle absurdité! Et si B veut réellement calmer la colère qui s'élève depuis l'étranger, s'il rêve d'éteindre la contestation qui gronde au-delà des frontières, qu'il commence déjà par apprendre à encaisser la critique chez lui, le jour où il supportera d'être remis en question à domicile, peut-être qu'on parlera. Mais pour l'instant, non. Parce qu'on ne peut pas nous exiger le silence alors qu'on n'a même pas eu droit à la justice. Et Abdou, toi qui tends la main, es-tu prêt à vraiment nous accepter, à entendre la voix d'un Abdamar, à tolérer les mots de Saïd Md, à ne pas faire taire Emerdez ou d'autres? Es-tu prêt à accepter l'existence de ceux que tu as qualifiés de subversifs? Moi, j'ai rien fait, rien. Ni crime, ni trahison. Pourtant, on m'a condamné. Ma famille a été brisée, mes enfants arrachés. Et tout ça, pourquoi je n'ai jamais coopéré avec aucune puissance étrangère, et tu le sais très bien. Alors pourquoi vouloir m'étouffer? Écoutez, soyons clairs, j'ai déjà tendu la main. J'ai même pris l'initiative d'échanger avec les autorités algériennes du côté de Guelom. J'ai parlé sans filtre. Je ne me cache pas. Et moi, oui, je suis prêt à rentrer. Mais pas en rampant. Je ne demande pas l'aumône, je réclame une reconnaissance, une grâce, oui, parce que je n'ai commis aucun crime. Je veux récupérer mes droits, mes libertés, ma citoyenneté pleine et entière. Mais voilà la vraie question, est-ce que vous en haut, vous êtes prêts à respecter ces libertés, à garantir ces droits, à laisser la presse être libre, à laisser les voix dissonantes exister? Non. Ce que vous offrez, c'est un marché truqué. Tu remets les pieds au pays et en échange, silence total. Censure automatique. Reviens mais tais-toi. Reviens mais baisse les yeux. Reviens mais sur les genoux. Reviens mais abandonne toute dignité. Ce n'est pas une main tendue, c'est une menace déguisée. Ce n'est pas un appel sincère, c'est un marché toxique. C'est du chantage, clair et net. Et sérieusement, Abdid, ça te coûte quoi? Un ou deux médias qui osent dire autre chose que ce que crache ta propagande. Tu perds le sommeil parce qu'un YouTuber a osé te critiquer, parce qu'un TikToker a sorti une vidéo piquante, parce qu'un Facebooker a balancé un post un peu trop libre. Mais enfin, où est le drame? Tant qu'il y a diffamation, atteinte à la vie privée, injure, qu'on applique la loi. Personne ne dit le contraire. Mais si on ne fait que commenter, analyser, donner un avis, pourquoi faudrait-il se taire? Explique-moi pourquoi je dois chercher l'oxygène en France pour pouvoir respirer librement. Pourquoi je me sens moins enchaîné ici qu'à Alger? Pourquoi, dans mon propre pays, j'ai l'impression qu'un mot de trop vaut un billet aller simple pour la prison? Voilà la vraie question. Revenir pour se taire, ce n'est pas un choix, encore moins un choix digne, certainement pas un choix qu'on peut appeler honorable. Et vous croyez quoi, que l'exil c'est facile, que ça ne fait pas mal? Vous pensez que nous, les Algériens de l'extérieur, on ne pense pas à notre pays tous les jours, qu'on ne rêve pas de retrouver nos familles, nos enfants, nos rues, nos souvenirs? Mais comment vivre là-bas quand respirer devient un acte de courage? Quand parler est un risque, quand s'épanouir est un luxe? Le bonheur ne pousse pas sur les terres de la peur. Tant qu'on sera prisonnier d'un système arbitraire dominé par une répression sans limite, les gens partiront. Parce que l'être humain, fondamentalement, ne cherche qu'une chose, la liberté. Et sans elle, il n'y a pas de bonheur possible. Les Algériens ne sont pas une exception biologique.
Ils ne sont ni plus soumis ni moins fiers que les autres peuples. Ce qu'ils veulent, c'est ce que tout être humain veut, être libre pour être heureux. On ne peut pas demander à quelqu'un de sourire enchaîné, d'aimer en silence, de s'épanouir en prison. Ce n'est pas vivable. Alors Abdi, tu l'as reconnu toi-même, des jeunes sont partis parce qu'ils étaient pourchassés, menacés, censurés. C'est déjà un début. Mais il est temps d'aller plus loin. Il est temps de comprendre que le problème, ce n'est pas qu'ils ont fui, mais pourquoi ils ont dû fuir. Et surtout d'accepter une chose essentielle, les citoyens ont le droit de parler. Chez eux, à voix haute, sans trembler.